Et on se fait un 343e épisode du Coup Tordu. Ici, on vient parler vélo. Ici, on vient parler cyclisme. Le Coup Tordu, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés. Voilà, cette semaine, j'allume le podcast un petit peu à l'improviste. Pas eu le temps de prévenir Thibaut Enzo, mais je crois que Thibaut est un petit peu en off jusqu'à la Vuelta. Peut-être que vous le retrouverez très très vite dans le Coup Tordu. En tout cas, il est en forme. Thibaut, vous le retrouvez sur les réseaux sociaux. Thibaut Chambre et Enzo, alias Analyste Phoenix, également sur X, sur Twitter. Donc moi, je vous retrouve pour l'analyse et pour la preview de la deuxième étape du Tour de Pologne 2025, et on va parler également de la première étape du Tour de Burgos 2025, parce que vous le savez, depuis quelques semaines, l'ANJ a ouvert au Paris en France énormément d'épreuves. On a fait une pétition pour ça il y a à peu près 2 ans. Alors je sais pas si c'est le fruit de la pétition, j'en sais absolument rien, mais en tout cas voilà, le nombre d'épreuves a littéralement explosé ces dernières semaines, et en France vous pourrez parier, vous pourrez jouer sur le Tour de Burgos. Alors je rappelle que jouer avec excès comporte des risques. On n'est pas non plus obligé de mettre de l'argent pour chercher à savoir qui sera le vainqueur. Faites du management de bankroll, et le Coup Tordu est avant tout un podcast de cyclisme avant d'être un podcast de paris sportifs. Alors justement, cyclisme, on va en parler, on est là pour ça évidemment. Je vais continuer un petit peu la discussion sur le Tour de France féminin. Je vous en parlais hier d'ailleurs, des petits extraits du podcast qu'on fait des buzz. Ça approche les 40 000 sur TikTok, ça fait 35 000 sur Instagram. Donc ça vous fait réagir, bien évidemment. La victoire de Pauline Ferrand-Prévot, encore une fois, excellente nouvelle pour le cyclisme français. On ne peut que s'en réjouir. Ça, c'est pour le Tour féminin, c'est une exposition qui est extraordinaire. Je repense à Michael Amand, rappelez-vous Michael Amand qu'on avait reçu dans le podcast il y a quelques semaines, qui est à la tête du projet Ma Petite Entreprise, qui justement vise à monter une équipe féminine pour intégrer le Tour de France féminin dès 2026. Vous pouvez intégrer d'ailleurs ce projet Ma Petite Entreprise si vous avez vous-même une entreprise, un commerce. Voilà, à partir de 750 €, vous pouvez être sponsor d'une équipe féminine sur le Tour de France 2026. Donc vous vous renseignez, vous trouvez Ma Petite Entreprise sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, j'ai pensé à Michael, pour qui pour son business de monter une équipe féminine pour 2026, c'est une excellente nouvelle. En plus, les audiences ont littéralement explosé. Alors pour commencer ce podcast, je voulais vous parler des primes. Je vous en ai parlé il y a quelques jours. Je parlais des primes pour les coureurs dans le Tour de France masculin. Pour rappel, Tadej Pogačar, qui est le coureur qui a gagné le plus, a gagné 628 000 €. Le deuxième, c'est Jonas Vingegaard, qui a gagné moitié moins que Tadej Pogačar. Pour le Tour de France féminin, la grande gagnante, donc Pauline Ferrand-Prévot, repart avec 61 050 €. On rappelle que ça se divise, ça se divise avec les équipières. Il y a aussi une part pour le staff, et Demi Vollering, qui est deuxième, repart avec 34 000 €. Alors bien évidemment, ça aussi, ça fait énormément réagir sur les réseaux sociaux. On parle de parité homme-femme. Alors moi, je vais vous dire ce que j'en pense, et je vais vous dire quelle est ma solution, parce que Vincent du Coup Tordu, il a une solution à tout. Alors moi, je trouve qu'il serait juste, parce que bien évidemment, c'est comme tout dans la vie, on gagne en fonction de ce qu'on rapporte, et on voit que les audiences du Tour de France féminin, notamment la dernière étape, je crois qu'ils ont terminé à 5,5 millions de téléspectateurs, donc les audiences du Tour féminin n'ont pas grand-chose à envier aux audiences du Tour masculin, donc ça veut dire qu'elles ont une valeur quasi équivalente. Donc moi, je trouve qu'il serait juste, au nom de l'égalité homme-femme, qu'on ait des primes qui soient au prorata des étapes. Les hommes font 21 étapes, les femmes font 9 étapes. Déjà qu'on mette le prix de la victoire de l'étape chez les femmes au prix de la victoire de l'étape chez les hommes, et que on se retrouve, on va dire, un prize money pour les femmes qui correspondent à 9 étapes, et donc pour les hommes à 21 étapes. Pour moi, c'est quelque chose qui me semblerait à mon niveau cohérent. Après, bien évidemment, j'ai pas la science infuse, on peut en discuter, on peut en débattre sur les réseaux sociaux. Alors après, il y en a qui vont me dire, oui, mais bon, les hommes, regarde, ils font 250, 260 bornes, les femmes, c'est limité à 160 km. Oui, mais je voulais juste rappeler une loi physique qui est simple, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un qui est sur un vélo, il boit et il a besoin de faire ses besoins. Et pour un homme, faire ses besoins sur la route, c'est beaucoup plus simple que pour une femme. Je sais qu'on est dans une société où des fois on parle de genré, non genré, binaire, non binaire, mais je vais vous le dire de manière crue, nette et précise, à la manière du Coup Tordu, une tub, ça reste une tub. Et voilà, et ça vous permet de faire vos besoins, pas n'importe où, mais ça reste quand même beaucoup plus simple. Donc pour moi, ce critère du kilométrage entre les hommes et les femmes, pour moi, clairement, c'est pas un argument. Et la solution que j'ai trouvée, parce que j'ai fouillé un petit peu, donc
on en parlait il y a quelques jours. Donc pour l'année 2023, je crois que pour l'année 2024 ça a été mis à jour d'ailleurs, mais bon voilà, là je vous sors les chiffres de l'année 2023 et vous allez voir ma solution, elle est toute simple. Amaury-Sport Organisation a dégagé 114 764 € de bénéfices. Allez, on arrondit 114 millions, voilà. 114 800 000 € de bénéfices pour ASO. Alors, ma solution, elle est toute bête. On prend dans les 114 millions, on en retire 2. Ça va paraître très, très grave pour ASO. On retire 2 millions sur 114 et on répartit pour améliorer les primes des coureurs, pour que le Tour de France puisse être un événement, on va dire, un petit peu à la hauteur de ce qu'il est au niveau des primes, et surtout pour les féminines, parce que c'est quand même un événement qui commence vraiment à prendre de l'ampleur, ça fait des audiences qui sont considérables, et bon, alors c'est bien, ASO c'est super ce qu'ils ont fait, remettre le Tour féminin au goût du jour, on est à 9 étapes, c'est bien géré, c'est bien organisé, fallait vraiment croire au projet, ça c'est super, ça c'est top, je remets pas ça en question. Maintenant, franchement, ça mérite mieux. Vraiment, ça mérite mieux. Si on dit que Pauline Ferrand-Prévot, c'est 61 000 € divisé par les membres du staff, alors évidemment, elle a un souvenir à vie, elle va pouvoir revaloriser son contrat avec la Visma de Richard Plug. Mais bon, c'est quand même pas très très cher payé pour reprendre un petit peu ce que disait Thibaut, pour l'effort que c'est et pour les sacrifices que c'est. Deuxième chose qui m'énerve, et là, je vais être hyper en colère. Je vois pas mal de sites spécialisés dans le sport, spécialisés dans le vélo. Bravo à Pauline Ferrand-Prévot, première française depuis Bernard Hinault à gagner le Tour de France depuis 1985. Qu'est-ce que c'est que ce manque de respect pour Jeannie Longo ? Qu'est-ce que c'est que ce manque de respect ? Vous êtes sérieux ou pas, les mecs ? Déjà, alors évidemment il y a ceux qui étaient pas là, hein. Forcément, je vais pas en vouloir à ceux qui étaient pas nés entre 1984 et 1989, date des premiers Tours de France organisés par ASO. Mais ce qu'il faut savoir, et là je vais faire un petit peu l'ancien, je vais faire un petit peu le nostalgique. Je suis pas trop nostalgique de manière traditionnelle. Je sais qu'il y a des gens pour qui aujourd'hui le monde va trop vite, les réseaux sociaux et TikTok et Instagram et les IA et les applis, et il y en a beaucoup qui ont besoin de se réfugier, on va dire, dans le passé, hein. C'est pour ça qu'on voit par exemple certaines chaînes de télé qui nous ressortent les jeux à l'ancienne et la roue de la fortune et le juste prix et la famille en or, parce que ça rassure une partie du public. C'est comme ça, c'est pas quelque chose de bien, c'est pas quelque chose de mal. Il y a pas mal de gens pour qui cette époque va trop vite et qui ont besoin, entre guillemets, de penser au passé pour se rassurer. Voilà, c'est comme ça, c'est un fait. Alors je vais faire un petit peu mon nostalgique. Moi j'étais gamin dans les années 80, mais le Tour de France féminin, c'était un véritable événement. C'est-à-dire que déjà, les coureuses couraient en ouverture des hommes, donc elles étaient sur le même parcours, donc il y avait le même public, et puis à l'époque on n'avait pas internet, on n'avait pas les réseaux sociaux, donc on attendait gentiment la fin de l'étape masculine pour avoir le résumé de l'étape féminine, et les coureuses étaient interviewées sur le plateau de Gérard Rolls en même temps que les coureurs. D'ailleurs il y a eu un clash légendaire entre Marc Madiot et Jeannie Longo, où Marc Madiot avait été infect avec Jeannie Longo et infect avec le cyclisme féminin. D'ailleurs je suis sûr qu'aujourd'hui Madiot, est-ce qu'il montre qu'un être humain peut changer et peut s'améliorer? Je suis convaincu que aujourd'hui Marc Madiot serait complètement aux antipodes de ce discours-là. Je peux pas m'exprimer en son nom, mais j'en suis convaincu. Donc ce qui prouve que n'importe quel être humain peut devenir avec le temps une meilleure version que ce qu'il était par le passé, parce que je vous rassure, les propos étaient à gerber. Donc, c'était un événement, et puis Jeannie Longo, elle n'était pas toute seule. Il y avait une Italienne qui s'appelait Maria Canins, qui l'avait battue d'ailleurs les premières années, et c'est ce duel qui a véritablement passionné la France. Et je vais même aller encore plus loin, et je vais aller beaucoup plus loin. Jeannie Longo, et je parle vraiment de cette période Tour de France années 80, parce que là il y en a qui me ressortent un petit peu les casseroles avec son ex-mari, je vous rappelle juste que tout ce qui s'est passé dans les années 90, c'est les années 90. Là je parle vraiment des années 80. Elle courait par équipe nationale, il y avait très peu de fric, il y avait pas de moyens, il y avait peu de sponsors, mais elles étaient seules et elles étaient là. Et donc il y avait ce duel contre l'Italienne Maria Canins, et moi je vais aller encore beaucoup plus loin, c'est qu'on arrivait à la fin des 30 Glorieuses,
Et pour moi, et je pense que c'est ce qui ressortira de la vie, de l'existence de Jeannie Longo le jour où elle nous quittera, dans très longtemps, parce que moi je pense que Jeannie, elle peut potentiellement taper également un record de longévité en France et peut-être même en Europe et dans le monde. Mais ce qu'on retiendra de l'histoire de la vie de Jeannie Longo, c'est qu'elle aura été l'un des symboles de la fin des 30 Glorieuses. Pour moi, c'était une France où on vivait bien, où on était heureux. Alors attention, moi je trouve qu'aujourd'hui dans ce pays, il y a beaucoup de choses bien qu'on met pas suffisamment en avant. On a toujours tendance en France à regarder ce qui va mal et à pas regarder ce qui va bien. Moi, pour moi, il y a des choses qui vont mal, mais il y a aussi des choses qui vont bien. Bon, on va pas politiser le débat évidemment, mais toujours est-il que elle est pour moi aussi l'un des symboles, et c'est ce qu'on retiendra à la fin de son histoire à Jeannie Longo, qu'elle fut l'un des symboles de la fin des 30 Glorieuses. Donc c'est véritablement pour moi quelqu'un qui a marqué la vie des Français, et on peut pas comme ça à coup d'articles, à coup de publications sur les réseaux sociaux effacer sa vie, effacer sa carrière, l'effacer des palmarès, et ça c'est quelque chose qui me met véritablement très en colère. On bascule sur les previews qui nous intéressent. On va commencer par le Tour de Burgos. Alors je l'ai pas dit, mais dans l'épisode d'avant, on a rentré la victoire d'Olaf Koy. Alors c'est pas non plus le pic de l'année, mais bon, ça s'est à peu près passé comme on avait dit. À part Paul Magnier, Paul Magnier, il a failli nous casser la journée. Mais bon, Paul Magnier termine deuxième, donc victoire d'Olaf Koy. On passe la petite cote à 2 qui fait toujours plaisir. On va commencer sur le Tour de Burgos. Alors parcours traditionnel sur le Tour de Burgos, c'est une étape qu'on voit très très souvent à la première étape. Vous savez, cette petite ascension d'un petit kilomètre à 5% de moyenne, qui avait vu la victoire d'Edouard Plancart, qui vient de signer d'ailleurs du côté de la Soudal Quick-Step. Il avait gagné il y a 3-4 ans. On a vu aussi il y a 2 ans la victoire de Santi Buitrago, donc on arrive vraiment dans des routes véritablement très étroites, et puis après on a une petite ascension de 900 mètres. Alors il y a un passage qui est relativement raide dans lequel on peut faire des différences. Il y a notre ami des UAE aussi qui avait gagné, dont j'ai complètement bouffé le nom, j'ai un petit trou de mémoire. Félix Groschartner aussi qui avait gagné une année cette arrivée, donc c'est globalement la même que d'habitude, sauf que pour moi il y a un élément qui est hyper important sur cette première étape du Tour de Burgos. Alors je vous le dis tout de suite, au niveau des PLT, je prendrai pas de PLT. La victoire d'Isaac Del Toro, 1,70, pour moi il y a absolument aucune value là-dessus, mais pour moi il y a un élément qui est véritablement très très important sur cette étape, et là je vais reprendre un petit peu le proverbe du célèbre Thibaut Chambre: ma bite si ça bordure pas. Précisément sur toute la partie retour, on a des phases à découvert. Les coureurs vont se prendre un vent de 3/4 d'eau d'une violence. Ça va vraiment, non seulement c'est découvert, et en plus ça va souffler en rafale. Donc pour moi, ça va éclater. Regardez l'étape parce que vous allez en prendre plein les yeux. Pour moi, ça va éclater. Ça va péter dans les 50-60 derniers kilomètres. J'en suis quasiment sûr. Alors attention, après il y aura peut-être une petite... Non, même pas. Enfin, pour moi, il y a de quoi faire des écarts. Et je pense que cette bataille de placement, avec 30 ou 40 coureurs, peut-être moins, aura moins lieu que si on arrivait avec un peloton complet. Parce que pour arriver au pied de cette petite bosse finale, il faut avoir du placement de toute façon. Donc pour moi, on va arriver en petit comité. Pour se jouer la gagne. On va arriver à 30-40 coureurs pour le final. Et ça, pour moi, ça va jouer pour un homme, pour Isaac Del Toro, qui est dans une forme intersidérale, bien évidemment, du côté des UAE. Alors on vient pas forcément avec les Avengers, mais on a quand même une très très belle équipe avec Kovi, Arrieta, Molano, Marcos Freire, Damen Novak et Rui Oliveira. D'ailleurs, Marcos Freire qui vient de la Next Gen, voilà, donc le petit jeune qui va filer un coup de main. Donc voilà, donc on vient quand même avec, c'est pas les Avengers, mais on vient quand même avec une équipe très très solide, et j'ai du mal à imaginer Isaac Del Toro avec la forme qu'il a se faire piéger dans les bordures. Donc ça sera pour moi la victoire d'Isaac Del Toro, en plus la petite ascension. Alors rappelez-vous, la toute première victoire d'Isaac Del Toro en 2024, c'était sa première course professionnelle World Tour avec les UAE, c'était sur le Tour Down Under. Il avait gagné la 2e ou la 3e étape de mémoire. On était aussi sur un profil final, la dernière ascension est pas aux antipodes de celle qu'on va avoir ce mardi. Donc Isaac Del Toro, ça sera une cote à 3 pour la victoire, et une BK aux alentours de 0,1%. Bon, je pense quand même qu'il y aura un petit peu de concurrence autour, on va pas non plus faire les fous. Après sur le profil, un coureur comme Roger Adria, ça lui correspond bien, mais niveau forme en ce moment ça a pas l'air d'être trop ça, donc je serais pas surpris quand un coureur doute un peu. Souvent il se prend un petit peu les bordures dans la tronche.
Il y a aussi le frère de Jan Kristen, Fabio Kristen, à qui ce final correspond totalement. Mais bon, pour moi, ça reste quand même, voilà, c'est pas safe évidemment, mais pour moi, il y a quand même une petite value, sur la victoire d'Isaac Del Toro, sachant que pour moi, on devrait arriver en comité réduit suite aux bordures. On va basculer sur la deuxième étape du Tour de Pologne. Alors le Tour de Pologne, souvent c'est du classique, c'est des étapes qu'on voit et qu'on revoit un petit peu chaque année, donc c'est bien, ça permet d'avoir des repères. Donc là on est sur le copier-coller de l'étape qu'on avait vue l'année dernière. C'était la première étape qui avait été remportée par Thibaut Nice. On est sur la même ascension, donc une ascension qui s'effectue en 2 temps, c'est 3,2 km à 6,5% de moyenne. On va monter vent de face, il pourrait pleuvoir à l'arrivée, c'est parfait, mais il pourrait pleuvoir, et donc on va avoir donc une première partie d'ascension, on va dire assez roulante, 2,3 km à 5,1% de moyenne. Je pense pas qu'on fera, en plus avec le vent de face, je pense pas qu'on fera de grosses différences à cet endroit-là. Ensuite on a une petite descente, et ensuite on repart sur le talus, donc voilà, 3,1 à 6,7% de moyenne, avec un petit replat sur la fin. Donc comme on arrive d'une petite descente, les coureurs vont aussi arriver et lancer. Favori de l'étape au niveau des books, c'est Jan Kristen. Alors Thibaut, allez voir sur son compte Twitter, il a une analyse très très intéressante sur Jan Kristen. Moi je vais vous dire comment va se dérouler ce final. C'est simple, du côté des UAE. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui du côté des UAE, on a vu clairement que c'était Brandon McNulty, le coureur protégé. En tout cas c'est lui qui restait dans les derniers kilomètres en tête de peloton pour ne pas prendre de cassure, et Jan Kristen lui tapait plutôt la discute à l'arrière. Donc ça peut donner un petit indice sur qui est le leader des Emirati. Maintenant, je pense qu'ils vont nous faire la spéciale UAE, ils vont nous la faire en 2 temps, c'est-à-dire qu'au pied de la côte, on va voir Jan Kristen qui va attaquer. Alors s'il est dans un jour incroyable, il va la mettre au fond, sinon ça va être comme d'hab, il va s'asseoir tranquillement à 500-600 mètres de l'arrivée, et ensuite on va essayer de placer soit Rafa Maika, soit Brandon McNulty pour gagner l'étape. Mais encore une fois, pour moi, avec le vent de face, ça devrait rester groupé, on devrait avoir un petit groupe de 10-12 coureurs pour se jouer la gagne dans les 500-600 derniers mètres. Pour moi, de manière très claire, ça passe pour Mathieu Brynan. S'il a réussi à passer sur les talus du Tour de Norvège et à gagner dans ce genre de conditions, pour moi, ce qu'on va voir là sur le Tour de Pologne, c'est pas plus dur que ce qu'on a vu sur le Tour de Norvège. Donc Mathieu Brynan, on a une cote à 5,5, 5,70 même, que je trouve très bonne à prendre. Donc 0,1% de bankroll. Je vais pas me couvrir en top 3. Tiens, j'ai pas vu, il a pris un carton jaune, dis donc, sur la première étape. Bon, je pense que ça devrait pas non plus véritablement jouer sur cette deuxième étape. Il n'y a pas vraiment à frotter dans une côte. C'est pas des sprints houleux, en tout cas en haut des talus. Donc pour moi, victoire de Mathieu Brynan, 5,70, 0,1% de bankroll. Je vais pas me couvrir en top 3 pour une bonne et simple raison, c'est que soit Brynan est à l'avant et il est dans le coup et il va les poutrer, soit il est pas là et il va finir en TP nultième. Donc victoire de Mathieu Brynan avec Jan Kristen qui se tape la tête après être sorti trop tôt, un petit peu à contretemps. Voilà notre petit poulet sans tête, Jan Kristen. Donc voilà, 5,70. Donc je vous fais un petit récapitulatif de mes 2 pronos pour cette journée du mardi 5 août. Sur le Tour de Burgos, la victoire d'Isaac Del Toro, la cote à 3, la BK 0,1%. Et sur le Tour de Pologne, la victoire de Mathieu Brynan, la cote à 5,70 et la BK 0,1%. Merci beaucoup pour ce coup tordu. Je vous rappelle qu'on est présent sur tous les réseaux sociaux, le TikTok qui est en train de monter, d'exploser. Pareil, le compte Instagram du coup qui est aussi en train de monter. On est sur Facebook, on est sur X, bientôt 3000 abonnés sur X, sur Twitter, et bien évidemment s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Allez, ciao les amis.